Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Marc et Victor, qui co-animent le podcast Lift Talk, consacré à la pratique du street lifting. Dérivé du street workout, celui-ci se pratique en compétition sur 4 mouvements, que sont les muscle-up, les tractions, les dips et enfin le squat. Après un long débrief de Victor sur sa participation au championnat du monde et comment il l'a vécu, on aborde leur découverte de cette pratique, comment s'entraîner pour progresser, mais aussi pour durer, ainsi que l'avenir de cette pratique en France. Bonne écoute. Salut Vic, salut Marco, vous avez la forme ou quoi? Excellent, et toi? Moi ça va et toi Marco? Super, super Rudy, ouais. Nickel. Il y a un peu tôt ce matin, mais très bien. C'est vous qui avez choisi l'heure. Hein. Oui. Moi, je trouve pas qu'il soit tôt, t'inquiète. Je suis quelqu'un qui est capable de se lever. Marco, là, tu diminues le professionnalisme, attention. Alors, je voulais revenir déjà pour commencer sur le championnat du monde de streetlifting qui a eu lieu à Cologne ce week-end, où Absolument. Victor, toi tu participais et Marc, j'ai vu que tu accompagnais une de tes athlètes ou plusieurs, en tout cas j'en ai vu une. Euh, Comment c'était déjà? Est-ce que c'était bien organisé? Est-ce que c'était une compétition style à la Olympia mais pour le streetlifting? Vous Ah, battez ça, c'est pas? une bonne question. Marco, tu réponds ou je réponds en premier? Ouais, vas-y, je vais embrayer. Bah Allez, écoute, vas-y. pour répondre à ta question, Rudy, au niveau de l'organisation, ils avaient mis le paquet sur tout ce qui était audiovisuel. Donc il y avait, je crois, 6 ou 7 angles de caméra. Il y avait un mec avec un Ronin. C'était vraiment professionnel et c'était vachement agréable à regarder sur le live pour ceux qui l'ont fait. Et puis même, il y avait un speaker, il y avait un DJ, il y avait 2 commentateurs et tout. En fait, c'était vraiment un peu un show, comme on peut voir aux États-Unis pour le powerlifting. En revanche, il y avait pas de place assise pour les spectateurs sur place. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. En plus, quand tu mets ça en relation avec le prix de l'entrée, voilà, tu vois, ça aurait été la moindre des choses. Mais je pense qu'ils ont orienté le budget hein, dans tout ce qui était audiovisuel. Le reste, ils l'ont un peu délaissé. Et ou sinon, en backstage, ils avaient bien fait les choses. Ils avaient tout automatisé par rapport comment aux différents essais. Tu sais, bah, toi qui as déjà fait des compètes, Rudy, tu sais, tu dois annoncer tes barres 2 minutes avant, etc. Et en fait, tu faisais tout avec un QR code et c'était sur une tablette, etc. C'était assez bien fait. Il y avait pas mal d'espace aussi pour les athlètes pour qu'ils s'échauffent, etc. Enfin, en tout cas, les athlètes étaient, pour moi, dans des super conditions. Juste les spectateurs sur place, un peu dommage. Mais globalement, c'était l'événement le plus pro et le plus gros qui a jamais été réalisé en streetlifting. Et Eh toi, ben, Victor, en tant qu'athlète, comment tu l'as vécu? Alors, est-ce que c'était, comme dit Marc, vraiment hyper bien organisé? Tu t'es senti un athlète professionnel? mais je ne me suis pas senti, je suis Rudy. Non, mais en vrai, j'ai globalement les mêmes remarques. De toute façon, on en a énormément parlé ensemble. Je sais plus, je pense que tu l'as pas mentionné, mais au-delà qu'il n'y ait pas de place assise, c'est vrai qu'en plus, mais j'avais un pote également qui m'accompagnait et lui qui est pas mal dans le powerlifting, il me disait qu'aux États-Unis, pour beaucoup de compétitions, c'était le cas. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais très peu de place, je sais pas trop comment expliquer, mais très peu de place devant. Si tu veux, tu pouvais pas caler beaucoup de monde, en gros, pour faire simple. Tu pouvais avoir que des gens qui étaient sur le côté, mais du coup, sur le côté, tu voyais rien. Puis surtout, si tu as une foule énorme qui s'accumule, à moins de faire la taille de Rudy et de Marco, bah, tu pouvais pas voir. Et même pour vous, en vrai, ça aurait pas été évident, bref. Et du coup, c'est vrai que sur ce côté-là, c'était pas incroyable. Après, côté athlète, moi,
J'ai pu être largement dans ma bulle. De toute façon, quand on a fait toute la compétition tout le long, je t'avoue qu'on a un peu rien suivi de l'extérieur. Donc, c'est pour dire que justement, ça permettait d'être bien en immersion et de pas avoir à se soucier du reste. Donc, pour le coup, écoute, oui, je me suis senti quand même assez bien. Pareil pour la chauffe, j'ai jamais eu de problème. Tu vois, moi, c'est souvent ce dont j'ai peur quand je vois les compétitions de power ou même la compétition que j'avais fait en 2021, qui était quand même les championnats de France, donc quand même théoriquement une grosse compétition. Bah, là, il y avait vraiment de quoi s'échauffer sans problème. Tu tournais pas à 40 sur un rack. C'était hyper fluide et tout. Tu pouvais gérer ton rythme comme il fallait. Tu te retrouvais pas pressé par le temps, à moins d'avoir mal géré le timing, etc. Donc franchement, oui, à ce niveau-là, c'était quand même pas mal du tout aussi. Vous parliez d'une entrée payante. Alors, deux questions. Combien ça coûte l'entrée pour venir assister, donc sans chaise pour rester debout? Et est-ce que c'est payant pour s'inscrire en tant qu'athlète? Alors, vas-y, Marco. Ouais, bah, en fait, il y avait plusieurs tarifs. Tu avais le tarif simple spectateur où là, c'était 30 euros par personne, ce qui reste assez raisonnable, hein. Et puis après, tu avais différents passes. Tu avais un pass aussi coach. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est étonnant parce que c'est rare quand ils font payer les entrées coach. Et là, c'était le cas. Il y avait aussi un coach média, un pass média, excuse-moi. Où, donc là, c'était si par exemple, il y avait un athlète qui était suivi par un caméraman, etc. Donc ça, c'était 100 euros. Et puis aussi sur place, il y avait des gens qui avaient des stands. Notamment, on connaît, nous, une marque de fringues qui était là sur place. Et là aussi, c'était plusieurs centaines d'euros pour bénéficier d'un stand. Donc voilà. Et puis, en plus de ça, l'athlète, pour finir, son inscription, c'était 100 euros. Ah D'accord, ouais. ouais. Et là, de ce que j'ai compris, c'est Final Rep qui organisait, j'ai cru voir sur Instagram. Est-ce que c'est une fédération? Comment ça s'organise en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est pas encore trop bien codifié ce street lifting et qu'il n'y a pas vraiment une fédération officielle, que ce soit en France, même si on va y revenir après, et encore moins au niveau mondial. Donc là, c'est qui organisait exactement? Bah, Vas-y. alors là, c'est la grosse question en effet qui a posé parce que si tu veux, bah, vu que c'est quand même un sport qui est très très jeune, très récent, bah, d'un point de vue après, tu vois, comment dire, légal, tu vois, tout ce qui est entreprise, etc. Je saurais pas t'expliquer comment ça fonctionne exactement, ça j'y connais pas suffisamment, puis sachant que de toute façon je suis pas assez dans le truc, on va dire, pour même savoir. Mais en tout cas, d'un point de vue fédération, etc. Il n'y a pas de truc unifié en effet. Du coup, du point de vue du règlement non plus, ça on pourra en reparler après, mais ça c'est, je pense, un énorme problème parce que ce soit le matériel, que ce soit enfin, plein de petits points de règlement, on va dire, eh ben, tu as quand même des très grosses différences pour le coup entre là ce qu'il y a eu ce week-end et ce que moi j'ai toujours connu à la Fédération nationale de street lifting en France. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quand même assez problématique. Et le fait que ce soit pas unifié, ça fait que bah, franchement, tu te retrouves sur place. Je pense que tu en as certains pour qui peut-être chez eux, bah, c'est très très free, on va dire, d'un point de vue règlement, etc., qui sont peut-être surpris dans le mauvais sens. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu, je trouvais que il y avait énormément de trucs qui étaient acceptés, même si parfois, bon, c'était aussi un peu, bah, on pourra reparler de l'arbitrage aussi, mais l'arbitrage était, bah, voilà, un autre problème aussi, c'est que en power, tu dois passer comment on appelle ça, Marco? Une Tu dois passer certification. une certification absolument pour être tout simplement arbitre de powerlifting. Et du coup, bah, cette certification, et puis c'est pareil d'ailleurs pour le CrossFit, hein, même si c'est pas un truc de ouf, au moins tu sais, t'as une formation, une mini formation qui fait que tu pars d'un point, tout le monde part du même point, on va dire. Donc forcément, si tu pars du même point, déjà c'est un peu mieux pour appliquer le règlement. Et là, bah, tu vois que je pense que c'est pas du tout le cas. Franchement, je vais pas dire que les arbitres c'est des charlots, mais on va dire que pour certains, tu vois, moi je sais que quand je regardais le live par moment, je voyais des arbitres qui regardaient les autres pour attendre de voir ce que eux donnaient comme réponse avant de eux-mêmes donner leur réponse, tu vois, très très simplement. Ouais, ouais, j'ai déjà vu ça en force athlétique aussi, quoi. Donc quand j'en Oui, mais faisais, des fois ça se de manière regarde et systématique. t'attends pour voir, quoi. Oui, oui, mais de manière systématique, tu vois. Franchement, c'était un running gag. Moi, quand je regardais le live, j'étais mort de rire parce que je me disais, ah là, qu'est-ce qu'il va dire? Et parfois, tu vois, quand c'était pour dire non, et ben la personne à laquelle je pense en ce moment-là, elle disait même pas non, tu vois. Elle se disait bon, bah les autres ont dit non, moi j'ai pas besoin de dire non, c'est bon, ça suffit quoi. En gros, en gros, mon avis vraiment, il vaut rien quoi. Je valide pour valider quand il faut pour dire avec les autres, mais pour dire non, bon, c'est bon, ça suffit, y a pas besoin. Avant de parler des résultats, ça veut dire que là,
En gros, on appelait ça championnat du monde, mais en gros, c'est la compétition de Final Rep, si c'est le nom du truc, Ouais, Oui, c'est qui ça, fait oui, office exactement. entre guillemets de championnat du monde, mais il n'y a pas une équipe de France officielle, c'est pas ouais, encore assez codifié. Voilà, ouais, c'est exactement. Ouais. ça. C'est un championnat international. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, qui réunit tous les pays possibles. En fait, il n'y a pas de limitation à l'entrée, on va dire. En fait, c'est surtout ça qui fait que c'est entre guillemets un championnat du monde. Alors, parlons un peu des résultats. Je vais commencer par toi, Victor, parce que a priori, l'arbitrage t'a déçu, donc j'imagine que tu as fait une complète de merde. Non, ah non, non, Alors, franchement. qu'est-ce que tu as fait? Raconte-nous. Bah alors j'ai fait bon bah alors pareil. Alors ça voilà. Ah, Bon. voilà, voilà. Allez, la Non farandole, non des excuses, on est parti. non Vas-y, je suis non prêt. ah non Je non suis rien prêt. à voir avec les excuses. Là c'est pour dire que justement pour t'expliquer un petit peu les lacunes on va dire d'organisation, je ne sais concrètement même pas tout à fait la place que j'ai fait. Pour te Ah dire, tu vois, bon? pour te Oui, signer. oui, ça Oui, c'est vrai. c'est une réalité, tu vois. Je sais pas vraiment la place que j'ai fait. C'est pour te dire, c'est quand même fou, tu vois. Donc bref, je vais te dire à Les peu près les perfs. choses. Voilà, dis-moi les Voilà, perfs. je vais te dire à peu près les choses. Donc dans ma caté, on était 11 et a priori, donc je dis, j'ai fait sixième ex aequo parce Ok. que Donc, tu étais on en avait moins de combien? En moins de 80 kilos? en moins de 80 kilos, j'avais exactement le même total, donc le sixième. Et donc théoriquement, moi, dans ma tête, j'applique la loi en powerlifting qui dit que bah, c'est celui qui est le plus léger à la pesée qui passe devant. On pesait également le même poids. Donc par définition, pour moi, je finis donc tous Ex les aequo. ex-aequo. Après, théoriquement, tu as encore une autre règle en powerlifting. Je ne sais pas ce que c'est le règlement. J'ai essayé de trouver, d'ailleurs, j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé le règlement par rapport à ça, pour essayer justement bah, de départager les deux athlètes. Théoriquement, en powerlifting, c'est le dernier lift, donc le deadlift, qui définit qui passe devant. C'est-à-dire que si tu as mis plus lourd tout simplement au deadlift que l'autre, eh ben, tu passes devant. Donc moi, théoriquement, j'ai mis plus lourd au squat, qui est donc le dernier lift, et donc théoriquement, je passerai devant. Mais vu que je ne sais pas, Bon, allez, je dis, dis-nous tes perfs, on sait que t'es septième, c'est bon, allez, on a je compris. sais, je dis, on va dire que je suis ex aequo, voilà, pour faire simple. Et du coup, les performances, donc j'ai fait au muscle up 15 kilos. Faut savoir que c'est nul à chier. Bah oui, j'allais dire, c'est un point faible pour toi, ça, le muscle up, alors que tu fais que C'est 15 voilà kilos. exactement, c'est un gros point faible. Bon Les après, meilleurs dans ta catégorie, ils ont fait combien au muscle up? Ils font 30 au moins? 42, 42 Ah je pense, ouais, de dire 42 demi, ouais. tu te prends une raclée, là. Voilà, je prends une raclée, on peut le dire. Donc 15 kilos, sachant que bon, j'avais quand même pas mal de marge. Parce que si tu veux, en fait, je suis conscient du point faible sur le tirage en général, donc traction et muscle up et traction plutôt dans ce ordre-là. Je suis conscient du point faible. Je sais que la fin de les prépas, c'était pas extrêmement bien passé. Je vais en parler juste après. Et du coup, j'étais assez peu confiant par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment voulu jouer la sécurité. Le jour J, la forme faisait que, typiquement sur le tirage, bah, finalement, je pouvais faire plus. Franchement, je regarde un petit peu mes essais. Je vois 15 au muscle up. Bon, bah, j'avais quand même un peu de marge. Bref, après, c'est pas là où tu gagnes 50 kilos non plus, mais on s'est compris. Donc 15 au muscle up. Ensuite, en traction. Traction, j'ai fait 75 kilos. Donc j'ai égalisé mon record. Pareil, quand je regarde la vidéo, c'est pour le coup, franchement, j'étais assez surpris, mais la vidéo, c'est extrêmement simple. Franchement, Ah, mais c'est ça, c'est sur la quasiment. vidéo, quand tu te filmes, ça paraît toujours plus simple que ce que toi tu Ouais, ouais. ressens. Mais je compare pas mal, tu vois, c'est quasiment l'opener en termes de vitesse de certains mecs, tu vois. Et même moi, enfin après, moi, je l'ai senti aussi assez simple. Je sais que j'avais de la marge, quand même, évidemment. Mais j'ai mis 75 parce que pareil, en gros, je m'étais blessé assez sévèrement. Enfin, ça fait un moment que j'ai des douleurs au niveau des avant-bras et de la base des biceps au niveau des coudes, on va dire. Pas les tendons, mais vraiment plus musculaire. Des douleurs un peu diffuses, bref. Et la pronation, du coup, les tirages en pronation me font extrêmement mal. Enfin, extrêmement mal. Avant, non, mais là, de plus en plus, bref. Et du coup, bah, typiquement, les muscle-up me faisaient pas mal. Et j'ai toujours fait des tractions en pronation, des pull-ups. Et vraiment, on va dire 3 semaines avant la compétition, là, j'avais vraiment les douleurs qui s'étaient réveillées de manière assez intense. Et j'ai switché en supination. Truc que je n'avais jamais fait, si tu veux. Ah, là, donc là, t'as fait en supination alors. J'ai fait en supination, sachant que j'ai toujours eu des difficultés très importantes à faire des tractions en supination sur une barre droite. Quand j'étais plus jeune et que j'en faisais un peu comme un con, alors que je savais pas trop que c'était pas forcément hyper conseillé. J'avais eu des périostites aux avant-bras, mais d'une violence incroyable. J'avais des douleurs monumentales, ce qui fait que j'avais toujours depuis été hyper réticent au fait de faire des tirages en barre droite en supination. Et là, bref, je l'ai fait. Donc sur la prépa, bah, sur les dernières semaines, je faisais une seule série par semaine en supination
avoir, on va dire, les gains nerveux, le transfert, mais pas non plus me fumer. Donc 75, voilà, je l'ai passé très facilement. Donc bref, à ce moment-là sur le classement, je suis dernier. Je suis nul à chier, parce que forcément, je perds énormément de points là-dessus. Ensuite, au dips, donc là, sur la chauffe, je me sens pas hyper bien. Je le dis pas trop à Marco. Putain, mais mais que je me des sens, excuses, on entend là, je me tout à sens, l'heure. je me sens pas hyper bien. Je le dis pas, tu vois, parce que je sais que sur toutes les séries de chauffe, je peux mettre de la vitesse, donc ça se ressent pas de l'extérieur. Donc je veux pas entre guillemets me porter la poisse, tu vois. Je me dis peut-être que ok, un peu de fatigue parce qu'il y a quand même, ça dure quand même un certain temps. Donc tu as le temps de pas mal redescendre. Donc je me dis ok, si je me remets dedans, peut-être que ça va aller mieux, etc. Je fais le premier essai à 125 qui passe de l'extérieur assez vite, mais moi je le ressens, je sais qu'il m'a coûté, je sais que j'ai pas une marge de ouf et que je ferai pas ce que je voulais faire. Moi normalement je sais que là la prépa que j'avais fait me donnait largement accès à quelque chose qui était entre 135 et 140 kilos, ce qui m'aurait déjà aidé à pas mal remonter. Et là je sentais que le jour J, malheureusement, alors que pourtant pour le coup là sur les dips, toute la prépa s'était vraiment bien passée, contrairement au tirage. Mais voilà, la forme du jour a fait que c'était pas incroyable. Donc deuxième essai, je mets 131,25 kilos. Je pense que la forme aurait été de mettre 130 d'un point de vue très logique, mais je mets 131,25 parce que si tu veux, moi à chaque fois, qu'est-ce que j'ai toujours fait? Je mettais genre 125, 127 dans mes entraînements et j'avais une super forme, une super énergie, ça bougeait extrêmement vite et je me disais ok, tu vois, je me chauffais un peu trop, bam, direct 137 ou bam, direct 140 et 137 ou 140, je ratais comme un énorme connard qui faisait que mon record était resté à 130 et je me disais ok, il faut que je batte 130 pour que psychologiquement au moins j'ai ce truc de passer ce cap là quoi. Donc 131,25, je rate. Je rate le deuxième essai. Je me dis putain, quelle malédiction, c'est infernal. Ok, il faut que je trouve une solution. Donc là, je me fais mon petit plan en tête. Je me rappelle, je pense que Marco, lui, de son côté, quand je lui disais le truc, il devait se dire, OK, le mec, il a déjà abandonné parce que il me disait, vas-y, mets-toi dedans, lui et un pote qui m'accompagnait, vas-y, mets-toi dedans, énerve-toi, etc. Mais moi, je savais très bien que c'était pas le fait de m'énerver davantage qui allait m'aider à passer le truc parce que je savais que j'avais pas assez de force, en fait, le jour J. Donc, il Et, fallait que je trouve, et troisième essai, tu le réussis? et bah oui, voilà, justement, il fallait que je trouve Ah, des solutions pour passer le troisième essai et valider 131,25. Et du coup, ce que j'ai demandé à ce que on me tourne la box et qu'on me la, en gros, de partir de plus haut, pour faire simple, de partir de plus haut. J'ai demandé, enfin, j'ai raccourci également ma ceinture d'un cran pour que quand je descende, j'ai pas les poids qui chutent de trop et que ça me coûte aussi un peu d'énergie au placement, même si normalement je préfère quand même avoir la corde un peu plus longue. Mais bref, j'ai fait ce compromis-là. Je savais que là, à ce moment-là, ça me bénéficierait. Et j'ai également demandé à ce qu'on me resserre d'un cran l'écartement des dips par rapport à ce que j'avais demandé à la base. ok, ah, bah, Parce que tu peux régler l'écartement, toi, tu prends ouais, combien? tu prends bah moi En alors attends que centimètres. je te dise en centimètres que je te dise. Je crois que c'est genre 56 centimètres moi mon Ok. écartement. Donc voilà. Et bah, c'était exactement cet écartement-là normalement. Et du coup, j'avais demandé à ce qu'on me le resserre d'un cran parce que j'avais senti que sur la chauffe et même du coup sur la rep que j'avais raté, j'avais les pecs épuisés. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment les pecs pas en forme. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je sois plus compact, il faut que je puisse pousser plus avec les bras, etc. Donc j'ai demandé à ce qu'on me resserre d'un cran. Et tout ça mis bout à bout a fait que j'ai réussi à valider 131,25 en troisième essai, assez difficilement, mais c'est passé. Et au squat enfin. Là, tu étais en Donc forme, alors, parce que des fois, on n'est pas en forme sur le haut du corps, mais sur le bas, ça va. Est-ce que c'est le cas? bah, alors le bas, oui, c'était convenable, surtout par rapport à la performance que j'ai fait à la fin. J'ai fait une bonne perf, donc on peut dire que c'était le cas. J'étais plutôt en forme. Euh, comment expliquer donc Bah, bah après le squat, dis-nous combien t'as fait, fais-nous rêver. tu veux que je te fasse rêver directement? Moi, j'ai fait 247, Ah, c'est bien. 247,5. Donc j'ai pas atteint mon record de l'entraînement qui était de 250, mais c'est parce que pareil, la prépa, j'avais fait un peu de la merde parce qu'en fait, j'avais perdu du poids trop vite pour rentrer dans la KT. Bah, J'avais voulu faire voilà, c'est là où je voulais en venir, là, en t'écoutant. Je me suis dit, bah, en fait, que tu avais dû faire un petit régime et perdre du poids pour rentrer dans la KT, et c'est ça qui fait que tu n'avais pas de jus le jour J, quoi. bah c'est ça en fait, si tu veux, j'avais mal géré ça parce que moi j'avais voulu faire les choses proprement. Parce que J'ai tu faisais combien hors saison, entre guillemets, en dehors de la compétition, normalement, tu sais quoi ton poids de forme? J'étais bah je sais pas si c'était mon poids de forme, mais en tout cas c'était le poids que je faisais. Je faisais 83,5 kilos Et environ. ouais, donc tu as perdu presque 4 kilos, quoi, en fait, pour descendre Bah sous les 80. bah
Alors, c'est ça qui s'est passé, mais du coup, Et est-ce que tu as finalement, fait ça un peu à la fighter en style cutting, sauna, bain chaud, les couvertures, tout ça? Ou justement, comme je crois comprendre, tu as fait ça sur 5-6 semaines et en fait, tu as perdu du jus progressivement? bah, alors voilà, c'est ça. Moi, j'ai voulu éviter justement de faire cutting, etc., parce que je suis pas fan de la démarche. Donc, j'ai voulu faire les choses entre guillemets proprement, mais j'ai sous-estimé vraiment l'impact du déficit, d'un vrai déficit, donc pas d'une simple perte hydrique, mais de simplement diminuer les calories, etc. Donc, en gros, j'avais perdu le poids assez rapidement, hein, genre, je sais pas, 3 semaines avant, facile, je faisais le poids, et j'avais fait un squat, donc à 80 de poids de corps, à 232,5 kilos, qui Ah était là là, excessivement dur. t'avais perdu de la force Excessivement dur. énorme. Mais pour perdre 3,5 kg en 3 semaines, entre guillemets, t'avais appliqué un déficit calorique assez important alors. Non, non, pas T'avais- en 3 semaines. Je l'avais pas perdu en 3 semaines. J'avais atteint le poids 3 semaines avant l'échéance, mais j'avais perdu Ah, ouais, en 5 semaines environ. ok, En donc cinq semaines, on va dire. tu t'es mis 8 semaines pour être prêt pour la compétition en termes d'alimentation. Je voulais voir en fait comment je me sentais, et puis justement, j'ai bien fait. Je voulais voir comment je me sentais au poids, tu vois, pour voir si justement ça m'impactait. Sachant que moi au début j'étais très serein, je me disais ça va pas m'impacter du tout. Bah, parce que de toute façon, Quelle énorme erreur. quand t'es hors des compétitions, de ce que je pense connaître de toi, ton alimentation reste assez saine. Tu, on va dire, pèses tes aliments ou presque. Tout est assez carré quand même hors saison, non? J'ai une très bonne, comment dire, connaissance, ouais, des quantités que je mets, si tu veux. Genre, bon après, c'est vrai que j'étais un peu plus large sur les quantités parfois, ce qui a expliqué de toute façon le fait que, tu sais, à l'époque où on faisait les compétitions Super Physique Games et tout, je sais plus 77 kilos, hein. Donc c'est Ouais, vrai que mais je me depuis le souviens. temps, bon après j'ai évidemment pris un peu de muscle, ça fait quelques années maintenant, mais, j'étais quand même largement, très largement plus sec, à l'époque que maintenant. J'étais Oh, très sec ok, honnêtement. ok. Et donc, je dérive un petit peu. Tu pourrais pas imaginer monter en catégorie moins de 85 kilos, si ça existe? C'est 87 la caté au-dessus. Ah merde, c'est beaucoup alors. Sincèrement, j'y avais songé parce que franchement, quand ça m'avait mis une balle au squat, je me suis dit: «Putain, mais en fait, je suis pas fait pour être dans cette caté, c'est de la merde, il faut que je monte». Mais, en fait, tu vois, bon, en ayant mieux géré le truc parce que quand j'ai fait donc le squat, 3 semaines avant l'échéance à 80 kilos de poids de corps, 232,5 excessivement dur, je me suis dit: «OK, bon là, il y a un truc qui va pas, il faut regérer les choses». Donc en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis remonté en calories, j'ai repris du poids et le jour J, j'ai fait, plein de soda. J'ai fait plein de soda, j'ai pas bu, j'ai pas bu, j'ai pas mangé et je me suis pesé, et je faisais le poids, mais le matin même, je pesais 82 kilos, quoi. Ah, ouais, en fait, tu as eu la double fatigue, quoi. Tu as eu la perte de poids sur quelques semaines à cause du régime un peu déficitaire et donc tu as remangé parce que ça n'allait pas et après tu as fait quand même le cutting, donc tu as eu la double peine, quoi. Finalement, c'était un petit peu ça. Donc le squat, tu vois, j'avais fait un super bloc encore avant, tu vois, encore avant la compétition. Très, très bon bloc, j'avais énormément progressé. Donc en gros, 3 blocs avant la compétition, je fais 250. Le bloc suivant, je fais un peu plus de volume, tac, je fais 5 à 2,20 qui était un très gros PR aussi, donc une très grosse perf à l'issue. OK, je me dis, bon là, j'ai vraiment si je convertis, le volume sur, des formats plus courts, je vais vraiment pouvoir monter très, très fort et faire ce que je voulais atteindre. Donc moi, je voulais vraiment du 255, du 260. Sauf que du coup, en parallèle, je fais également la perte de poids et le 232,5 là, c'était vraiment genre la première séance, où je devais monter en charge un petit peu, si tu veux, où je devais vraiment monter en intensité pour arriver à la compétition. Donc je vois qu'elle me met une balle, absolue, donc je me dis: «OK, donc ça va pas» et cetera. Donc là, j'ai un peu fait les choses, la suite, j'ai fait un peu au feeling en fait, hein, j'ai fait un peu, en fonction de En fonction comment de ta mon corps forme, quoi, en montait, fonction de comment tu retrouvais exactement. du jus ou pas. Combien ils ont fait les premiers dans ta catégorie? Combien il fait le premier sur En les exos? total Ouais. En total, alors le tout premier, il a fait 513, je crois, 513,5. Et ça donne quoi en détail? Si tu te Donc souviens à dans peu le près? détail, au muscle up, il a fait 40 kilos. Ouais, En donc muscle up, il a fait 40. Je peux peut-être dire des petites ouais, bêtises ouais, avec les à quantités peu près, mais près. voilà, il a fait 40 kilos. En traction, il a fait 100. Ah ouais. En dips, il a fait 155. Et en squat, par contre, il a un petit squat, il a fait, je crois, 215, je crois. Et est-ce que c'est là en moins 80 kilos, c'est des petits gabarits? Parce que toi, t'es pas si petit que ça de mémoire, tu fais quoi, un 75, 76? Alors c'est très gentil, mais malheureusement non. Plus un 70, un 72. Ah ouais, t'es petit. Et est-ce que le gars qui gagne est encore plus petit? Non, non, il est pour le coup, lui, il a pas un physique, il a pas le physique de ses perfs comme, on aime bien dire. Il fait je pense, 76-77 lui pour le coup, justement. Ok. Ah ouais, donc t'as quand même du boulot avant d'arriver vraiment au niveau du meilleur, quoi. En Surtout à vrai, 80 kilos, d'après ce que tu dis.
ça semble Ouais. délicat à l'avenir de redescendre en moins de 80, parce que finalement, tu perds beaucoup de jus avec ces quelques kilos. Bah, finalement, oui et non, parce que tu vois, je sais qu'en fait, 82 kilos, tu vois, donc comme je te disais, je faisais 83,5 hors saison. 1,5 en plus, là, j'en bénéficiais pas particulièrement. 82, j'étais largement en forme, puisque tu vois, bah, j'ai réussi à faire le squat, à bien remonter au squat avec toute la prépa très désastreuse, donc à faire 247 au lieu de 250. Donc 82, je sais que ça me convient. Et franchement, tu vois, de faire sauna, et cetera, c'est pas tellement coûteux. Bon, c'est un petit peu chiant parce que tu bois pas et tout. Mais je sais que si j'ai un petit sauna portatif, comme il y en a pas mal qui ont un power, ça c'est plus confort. Parce que le problème du sauna, c'est que tu as la tête dedans et tout, un sauna normal. Donc c'est vrai que c'est très étouffant et tu te sens pas très bien et tout. Franchement, je sais que quand j'étais dedans, vu que je suis resté quand même assez longtemps pour perdre tout le poids, j'avais le cœur qui battait vite à la fin et tout. Je sentais que ça m'avait quand même un peu défoncé. Mais un sauna où tu as la tête en dehors, tu sais, les espèces de petites Ouais, mini-cabines, bien sûr. voilà, un peu chelou. Bah ça, tu vois, même les retours de ce que j'en ai, c'est que les mecs, en fait, tu es dehors, tu as ta tête, tu respires, tu es bien. Bon, tu transpires comme un porc en dessous, mais tu vois, de l'extérieur, tu es pas mal quand même. Et Donc ça, en vrai, je sais que ça c'est combien gérable. ça coûte un sauna portatif comme ça? Eh Tu ben, sais à peu c'est une près? très bonne question. Je je sais Je pas, sais pas. Marco, si toi tu le sais, si tu as Non, une non, je idée. sais pas du tout, non. Je sais pas du tout. Moi, c'est pas si cher, hein. Je crois que ça se situe aux alentours de 180, mais il faut que je vérifie. Faut que je Ok, vérifie. ouais, pas si cher. Marco, toi, tu y étais en tant que coach. Alors, première question, c'est pourquoi t'as pas participé en tant qu'athlète? Est-ce qu'il y avait des qualifs ou un total à réaliser pour participer? Ou alors tu te sentais pas assez fort pour à côté des autres pour pas faire pas le figure comme a fait Totor finalement? Non, non, bah ouais, j'avais pas du tout le niveau pour y participer. Et puis parce qu'ils sélectionnaient les meilleurs, comment dire, de chaque nation. Et il y avait un nombre limité aussi par nation, surtout en France. Je crois qu'il y avait deux athlètes en France. Enfin, fallait qu'il y ait deux athlètes français. Ouais, max, ouais, par Catégorie. pays. Enfin, pour la France 2, pardon, oui. Pour les autres, Ouais, c'était que un. ouais, parce que la France, on est, on va dire, la nation où il y a le plus d'athlètes en comparaison. Donc À voilà, haut niveau. ouais, voilà, simplement pour ça. Et puis, comment dire, j'embraye un peu avec peut-être la suite de ta question, comment ça s'est passé moi en tant que coach. Voilà. Donc, Donc toi, tu avais combien d'athlètes déjà sur place avec toi? bah, j'avais une jeune femme, là, Axel, en moins de 70. Et puis aussi, bah, je co-gérais le match de Victor avec un ami. Et voilà, en gros, il y avait ça. Il y avait aussi ma femme qui s'était qualifiée en moins de 63 kilos. Ah ouais? Ah, ta femme participait aussi? Putain, énorme. Je savais pas qu'elle s'était mise. Ouais, 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 elle avait été qualifiée, mais elle peut pas participer parce que, bon, bah là, elle est à 4 mois de grossesse, donc c'était un petit peu trop dangereux, quoi. Ça mettait en péril, il y avait trop de risques, en gros, à participer. Donc, l'année prochaine, on espère qu'elle participera. Et puis, donc, ouais, gérer le match de Victor qui nous a fait vivre de vives Toutes les émotions. émotions, parce qu'on voit quand il nous raconte, il a encore pris. Ouais, ouais, bah c'était incroyable. Bah c'est aussi pour ça qu'on kiffe ce sport-là et puis qu'on même en tant que coach en fait on vit à travers les athlètes les émotions et c'est vraiment des sensations fortes quoi. Donc ça c'est génial. Et moi l'athlète que je coachais en moins de 70 elle s'est placée quatrième. Ah, c'est bien. Ouais, et du coup, quatrième, elle aurait pas pu faire mieux en termes de classement parce que, en fait, on a fait un match quasi parfait. Il y a juste sur les muscle-up où, en fait, on est passé à côté de 5 kilos en plus parce que son deuxième essai était refusé parce que il y avait un défaut au niveau de l'équipement. Elle avait pas attaché un des deux mousquetons. Donc, Ça, c'est un autre truc dont on peut parler, tu vois, l'équipement aussi, qui le vérifie pas, etc. ouais, bah ouais, ouais, je vais embrayer après là-dessus. Donc, on est passé à côté de 100 kilos. Donc, elle a validé 11,25 au muscle-up. Aux tractions, troisième essai, elle a validé 37,5. Au dips, elle a validé 50. Et au squat, elle a validé 125. Donc, je crois que Ouais, c'est pas mal. ça fait un total à 222 et demi, un truc comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Et du coup, elle est à 12 kilos et demi, je crois, de la troisième.
Donc voilà. Ça joue un peu sur le squat chez les femmes. Il y a les femmes qui est arrivées, dont les premières avaient un énorme squat. C'est Donc, quoi, c'est quoi un énorme squat en moins de 70? Elles font 150, 160? ouais, ouais, 150, ouais. Mm. Ah ouais, donc elles font 2 fois leur poids de corps, quoi, pour donner. Ouais, c'est ça. Et donc, niveau matériel, vous disiez que c'était pas, parce qu'en compétition de force athlétique, parce qu'on fait beaucoup la comparaison depuis le début du podcast, voilà, tout est vraiment codifié, c'est très officiel, quoi. Bah Là, là, il y a pas de ouais, règles strictes, vu que de toute façon, c'est pas vraiment une fédération, c'est plus une organisation, on va dire. bah, en fait, déjà, il n'y avait pas de vérif du matériel quand t'arrivais. Et en fait, ce qu'ils avaient imposé, ça, c'était un peu particulier. Sur Muscle Up Traction Dips, en fait, ils fournissaient les ceintures de l'Est avec les cordes aussi. Et bon, ça, je trouvais pas ça terrible parce que je pense que ça a dû vraiment déstabiliser plus d'un. Moi, titre perso, par exemple, leur corde, elle est pas assez longue pour moi. Donc, j'imagine pas, enfin, certains, quoi, dans les grosses catégories. Et Intégrant, puis, ouais, ouais. au niveau de l'arbitrage, c'est comme l'a décrit Victor, quoi. On était sur des trucs qui étaient pas vraiment codifiés. Même, ouais, l'arbitrage, c'était pas Mais terrible. est-ce que par exemple, je sais qu'au traction, normalement, tu dois faire un I, quoi, tes jambes doivent pas bouger. Est-ce que là, par exemple, ils validaient des fois quand les jambes bougeaient? Des trucs comme Ouais, ça? bah, ouais. En fait, il y avait une Très certaine, largement, ouais. ouais, ouais, en fait, ça dépendait des gens aussi. Oui, 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 bien sûr, oui. Bien sûr. C'était pas Enfin, systématique. C'est ça aussi le problème, c'est que c'était pas systématique. Tu vois, voilà, c'était il se très faisait aléatoire. énormément emporter. Il se faisait énormément emporter par la hype. Tu vois, si genre t'avais un mec qui allait faire une grosse performance, t'avais tout le public qui criait son nom, qui le répétait, qui le répétait, qui le répétait. Le mec qui faisait son truc, tout le monde criait à l'issue. Et ben, les mecs validaient, si tu veux. Bon, le podcast va s'appeler, je sais pas encore, mais je mettrais avec Victor le mal aimé, quoi. J'ai bien compris l'histoire. Ah, Mais mais non, rien à voir. Moi, pour je le me suis coup, tout fait Victor a valider, eu de la moi. chance niveau arbitrage. Ils ont été très corrects avec lui, hein. Bah, pourquoi j'ai eu de la chance? J'ai tout fait très bien, Non, pas surtout. de la chance. Mais ils ont été corrects avec toi. Ils ont Oui, été oui, oui. justes. Ils ont été justes. Oui, oui. En même temps, franchement, pour le coup, je laisse pas trop la chance au. Justement, c'est Ah, tout de l'objectif. Moi, je suite. t'avoue, c'est que je suis des standards, les standards Très de la élevé. FNSL. De la Ouais, FNSL. c'est vrai. C'est vrai. Et justement, ça, on peut le dire, en fait, en France, la fédération officielle, qui est la FNSL, a des standards beaucoup plus exigeants que cette association, on va dire, internationale, Final Rep. Et ce qui fait que nous, on est habitué à des arbitrages beaucoup plus sévères. Et donc, on était quand même vachement étonnés, ne serait-ce que par rapport à, par exemple, pas les équipements, mais tu vois, il y avait des mecs, par exemple, ils étaient en leggings pour le squat. Ils mettaient les Enfin, genouillères par-dessus. Il y en avait un aussi, ça m'avait fait quand même bien ouais, rire. la polaire, Euh, là. il- voilà, c'est ça. Il faisait Ouais. tout torse nu, tu vois, parce que c'est vrai que le street, c'est grave le truc où tu fais les mouvements torse nu. Donc, il faisait muscle up torse nu, traction torse nu, dips torse nu. Et là, arrivé au squat, il se met une petite polaire et il met sa ceinture par-dessus. Parce que C'est bizarre, cette histoire. c'est vrai qu'on se sent quand même mieux. Bah, je sais pas, t'as déjà mis un sweat en dessous d'une ceinture, non, Rudy? Je crois même pas. Je crois que ça m'est jamais Une arrivé. ceinture de force, t'as jamais fait ça? Bah, en Non. gros, pour ceux qui connaissent pas, quand tu te mets vraiment une épaisseur assez importante, donc style un sweat, pas un simple t-shirt, en dessous d'une ceinture de force, franchement, au squat, tu te sens vraiment, vraiment plus compact. Genre, vraiment, ça rajoute une rigidité assez importante. Ok. Et je dirais un petit peu après ce long débrief de compète. Tous les deux, vous venez plus du milieu de la musculation, avec quand même une orientation un peu performance. Euh, Comment vous avez découvert un peu le street? Et pour ceux qui savent pas, c'est quoi la différence un peu entre le street workout et le street lifting? Alors, Marco, tu veux que je fasse ou peu importe? Vas-y, j'y vais. Bah, Vas-y. du coup, déjà, je réponds par la fin. La différence entre le street workout et le street lifting, elle est assez simple. C'est que le street workout, c'est des exercices du poids du corps, enfin, qui engagent simplement le poids du corps. Le street lifting, en gros, c'est le but du jeu, c'est de faire la répétition la plus lourde possible, comme en power, comme en haltéro. Mais sur Euh, 4 mouvements, donc qui sont muscle up, traction, dips et squat, c'est ça? C'est ça, ouais. ouais, C'est ça. c'est exactement ça. Donc, au, aux tractions, faut préciser aussi, tu peux être en chin-up, en suppi ou en Ouais. pronation.
Donc ça, c'est autorisé. Et puis, tu disais avant, qu'est-ce qui nous a fait Ouais, découvrir comment vous avez découvert ça? Parce que moi, je me souviens à l'époque, ceux qui s'entraînaient dehors, voilà, sur des attractions dips que les mairies mettaient dans des parcs ou quoi, c'est ceux qui n'avaient pas accès à du matériel. Quand tu avais accès à Ouais, du matériel, jamais tu disais, je vais me limiter à 3-4 mouvements. Ou alors, ouais, tu faisais du street workout, justement, et tu faisais un peu des figures, tu faisais la planche, ouais, bah, un peu de figures. Et donc là, tu vois, Toi, tu faisais la c'est planche, Rudy, original, toi? quoi. moi, ça s'est fait hyper simplement. C'est que bah, avec Superphysique, on bouffait pas mal de dips et de traction. Moi, j'ai testé un petit peu le powerlifting. J'ai vu que j'allais me détruire avec ma morpho de sauterelle là. Et je me suis orienté naturellement vers cette discipline parce que c'est ce qui me convenait le mieux morphologiquement parlant. Et puis aussi, j'avais des antécédents en dips et en traction. En plus, c'était un truc d'émergent. Il y avait aussi un petit peu ce côté nouveauté. Et puis, globalement, c'est ça, quoi. Victor, Mais, c'est toi, toi. et toi, Victor, parce que toi, à la base, c'était sport de combat, je me souviens. Ensuite, bah voilà, tu faisais Super Physique Games que j'organisais. Et après, j'ai plus l'impression que tu étais parti dans le street powerlifting, mais finalement, tu es arrivé sur le street lifting. Comment ça s'est fait? Non, non, bah, en fait, pour l'anecdote, c'était que, bah voilà, peu de temps après l'arrêt des Superphysique Games, qui nous avait évidemment fait une sorte de trou, on va dire, dans notre entraînement, parce que ça donnait des objectifs. Et ben, j'avais cherché moi aussi en musculation un truc pour me motiver. En 2021, moi, je sais plus, c'était en juillet, je crois, je m'étais fait opérer de l'épaule parce que justement, les sports de combat m'avaient un petit peu, je vais pas dire que ça m'avait bousillé, mais c'était aussi le fait d'avoir perdu souvent beaucoup de poids, etc. Ça m'avait énormément fragilisé. J'avais de multiples luxations à l'épaule, à la même. Et du coup, bref, je m'étais fait opérer. Et à la suite de l'opération, donc je me rentraîne, etc. Et je reprogresse assez rapidement. Et vers la rentrée, vers septembre, j'apprends que, enfin peut-être un petit peu avant, quand même vers août, on va dire, j'apprends que il y a une compétition qui va avoir lieu je crois que c'était en octobre. C'était les championnats de France je te dis 2021, mais je crois que c'était 2020, pardon. Les championnats de France de street lifting. Donc moi, je sais pas ce que c'est le street lifting, tac, je regarde, etc. Et comme l'a dit Marco, bah voilà, je vois que ça ressemble un peu, enfin ça ressemble. Il y a les mouvements en tout cas qu'on connaissait, traction dips. Il y avait du squat, c'était du back squat. Bon, moi j'en faisais pas trop, mais j'en avais eu fait, donc je savais, etc. Et les muscle up, donc pareil, les muscle up, j'étais une bille, mais je connaissais un peu le mouvement, donc voilà. Et du coup, ça m'avait fait une motivation, un truc. Je m'étais un peu entraîné pour dans cette optique-là. Et j'arrive là-bas. Le jour J, d'ailleurs, ça avait lieu à l'Iron Gym Ouais, je vois là, à c'était Villenoix. chez Gilles à côté de moi, à Villenoix. Et exactement, c'est ça, chez Gilles. Et du coup, j'y vais, enfin, comment dire, de manière extrême, comme un touriste, quoi, on va dire, comme un énorme touriste, pour faire ça. Et j'arrive sur place. Qui vois-je? Le grand Marco, le grand Marco qui avait fait le déplacement pour participer également. Donc, on discute, etc. On est surpris de se retrouver. Et bon, finalement, la compétition est annulée au dernier moment. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tiens, anecdote que je pense jamais raconter en podcast. Avant que la compétition soit annulée au dernier moment, parce que c'était la période je sais pas si je peux le dire d'ailleurs, parce que c'est tellement censuré dès qu'on dit ce mot-là, mais la période du virus, la période de la maladie. Et du coup, bref, normalement la compétition ne pouvait pas avoir lieu. Elle a eu lieu. Ils ont été dénoncés parce que c'était en extérieur. Ils avaient quand même voulu faire en extérieur pour pas se faire trop taper sur les doigts. Et du coup, bref, la police était arrivée, et voilà. Et avant que ce soit annulé le jour J, j'ai eu le temps de faire 2 passages au muscle up, 2 sur 3, et j'avais fait 2 no reps. Ah bon? Ah merde, Ah ouais, tu fais pourquoi pas t'avais fait des dire de no-reps? plaisir, ça. T'avais fait Et ben alors, avec du keeping? T'avais balancé un peu? très simplement, le premier, je t'avoue que j'ai encore la vidéo. J'avais des potes qui m'accompagnaient, qui étaient dans le milieu du street et tout, et genre, j'ai jamais compris, tu vois, pourquoi j'ai été no reps sur la première. Donc bref, j'étais no rep sur la première et du coup ça m'avait un peu retourné le cerveau et j'avais laissé le même poids pour la deuxième, mais j'étais juste pas passé au-dessus de la barre sur la deuxième du coup parce que enfin j'avais trop réfléchi, tu vois. Tu sais, c'est comme on dit, la réflexion amène à l'inaction. J'avais trop réfléchi et j'étais pas passé au-dessus de la barre. Et du coup il me restait plus qu'un troisième essai, mais la police est arrivée. Ouais, t'avais du bol parce que de toute façon, sinon c'était zéro, quoi. C'était la bulle, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, l'année suivante, j'avais ouvert à 7,5 en muscle up, donc c'était quand même pas très élevé.
Et l'année suivante, où j'avais quand même un peu progressé, bah, j'avais ouvert à 5 pour être sûr. Tu vois. Bon, 5, Ouais, vraiment, pour être sûr. Mais j'ai une voilà. question sur un peu le street lifting, parce que donc moi qui suis dans le milieu de la musculation depuis longtemps, j'ai toujours eu l'impression que ça s'organisait un peu en team. Tu vois, Ah oui, je me souviens de la ouais. team All Bars, je me souviens de la SWAT team en France, j'en oublie certainement. Hein. Et donc pour moi c'était plutôt réservé, je veux dire, à des groupes de copains qui s'entraînaient ensemble. Donc je vois par exemple Baki, Ludo, tout ça qui sont de région parisienne, qui sont vers Aulnay, vers Villepinte. Ils s'entraînaient beaucoup à Villepinte à un moment, au fitness park qui avait Oui, ouvert. ouais. Donc pour moi ça s'organisait vraiment, c'était des bandes de copains qui faisaient des compétitions un peu entre eux, et après les teams se rejoignaient. Et là de ce que vous dites, en fait, vous avez été un peu en tant que candidat libre, tu vois, comme quand tu passes un examen, et pas en faisant partie de team. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, ça s'ouvre beaucoup plus à cette participation libre, alors qu'avant, c'était vraiment en team. Je sais pas si vous ressentez ça comme moi, mais avant, pour moi, c'était la team. Tu achetais ton maillot de la team, quoi. Et après, tu faisais les compètes, tu rejoignais les potes. Tu pouvais pas participer comme ça, quoi, même si c'est assez récent comme sport. Comment vous voyez ça, vous? Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Marco? Ah, bah ouais, c'est vrai ce que tu décris et c'est encore assez ancré parce qu'entre-temps, bon, il y a eu des teams qui ont émergé, etc. Mais en fait, pour un peu aller au plus loin de la réflexion, c'est un milieu qui est un peu fermé, un peu élitiste. Et justement, avec bah, Victor, nous, on essaye de démocratiser un peu le street lifting et le rendre un peu plus accessible. Ouais, il y a ces teams-là, en fait, ces groupes de personnes et qui peut-être aussi faisaient peur à certains, tu vois, avaient peur de participer, Bah, etc. on a l'impression qu'il y avait que des types super Ouais, balèzes. Mais j'ai plus les noms en exactement. tête, mais quand je regardais, je me disais, putain, mais tous les types, ils font 10 à 100 10 répétitions à 100 kilos au dips. Je me disais, mais c'est incroyable. Alors que nous, Ouais, quand on passait une à 100, déjà à l'époque, on disait, waouh, c'est incroyable et tout. Et moi, je viens d'une époque, entre guillemets, il y a 20 ans, quand on faisait des tractions, rien que lesté, peu importe le poids, on était une machine. Et là, on voyait sur les réseaux ouais. des gars qui faisaient 10 à 100 au dips, des gars qui faisaient, ouais, je sais pas, 10 à 40 kilos l'estéotraction, ça devenait une perf très moyenne, quoi. Alors que pour nous, c'était déjà énorme, hein. Donc, ça faisait vraiment très élitiste, ouais. Ouais, donc bah c'est beaucoup moins le cas maintenant. Ça, c'est un truc qui est en train d'évoluer. Mais voilà, même bah personnellement, j'ai créé une team aussi qui est la team Lift Trainer où il y a ce truc d'être entre personnes, etc. Moi, c'était un petit peu une manière de transposer bah, tout le club super physique en fait, se créer un environnement pour justement progresser, se tirer la bourre, etc. C'est un truc qui me manquait énormément, donc j'ai recréé ça. Voilà, donc il y a d'autres teams maintenant, mais les teams, ouais, globalement, sont très très fortes. Hein. Mais après, ouais, il y a des gens qui sont complètement étrangers à tout ça et qui viennent, ils font leur compète et ils rentrent chez eux, quoi. Je me souviens il y avait même des tests, je sais plus quelle team, une team Ouais, étrangère. C'est la team Bars, ou un truc comme ça. Putain, j'ai oublié le nom exact. Et en fait, il y avait des critères à remplir pour faire partie de cette team-là. bah Je là, sais- c'est toujours le cas sur les autres teams aussi. Ah, c'est Il y a vrai, des, il y a des critères de perf alors pour rentrer dans ces ouais, teams-là, alors. ouais, il y a des minima souvent, ouais, ou des sélections, ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, typiquement, je crois pour la SWAT C'est des team, sélections. ouais, c'est ça, ça se découpe en deux, comment dire, il y a la SWAT team et il y a la SWAT Academy. Et je crois que même la SWAT Academy, tu as déjà un critère de sélection, non, un petit peu, Ouais, ouais, je c'est crois. ça, ouais. Ouais, c'est ça, Il y voilà. a des... En fait, il y a des compétitions, on va dire, de sélection pour intégrer cette partie, ouais. Ok, La C'est ça, SWAT. ok. voilà. Ouais. Sachant que la SWAT Academy est en dessous de la SWAT team. La SWAT team, c'est vraiment genre les L'équipe plus gros première. athlètes, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ok. Pour parler un peu d'entraînement, comment ça s'organise l'entraînement en street lifting alors? Parce que tu as 4 mouvements principaux. Donc je vais me faire l'avocat du diable. En force athlétique, on voit que il y a les partisans de ceux qui ne font que les mouvements de compétition à haute fréquence. Donc ça donnerait en street lifting, bah, je fais que des muscle-up, des tractions, des dips et du squat. Et il y a les autres partisans qui, on va dire, s'entraînent plus comme un pratiquant classique de musculation, mais en mettant un peu plus de fréquence quand même. En faisant plus de fois traction, dips, muscle-up et squat dans la semaine, peut-être 2 fois chacun, mais avec plus de renforcement musculaire. Euh, Vous, quelle est votre philosophie là-dessus? Et est-ce Bah, que c'est la beaucoup même plus déjà? Est-ce que Victor, la bulle, la même philosophie que Marco ou pas? que Marco le gros.
Alors, en vrai, on est beaucoup plus sur la deuxième approche et pour le coup, on est assez similaires en termes d'approche, Marco et moi. Vu qu'on est déjà de base des pratiquants de musculation, en fait, on a très, très bien compris, l'intérêt, énorme, que beaucoup de gens pourtant ne comprennent pas, mais de chercher, avant tout à se créer une base, une armure, une carapace, on peut dire comme on veut, musculaire, avant de chercher à surcharger à tout prix et d'avoir, au maximum des adaptations centrales, mais de chercher aussi le périphérique parce que, bah, plus tu es balèze, plus tu peux encaisser mine de rien et le truc c'est que tu peux devenir très fort sans être si balèze que ça, même si au bout d'un moment tu seras limité, mais tu risqueras, bah, d'être limité déjà, voilà, dans ta progression et en plus, bah, tu finiras, que par faire l'escalier parce que tu vas te blesser, tu vas refaire une marche en dessous parce que tu auras, régressé, après tu vas refaire 2 marches, puis après tu vas redescendre de 2 marches et cetera. Donc on est plus dans cette team de, une fréquence modérée, 2 fois, par semaine les mouvements en règle générale, avec peut-être, parfois des petites exceptions. Et après, voilà, pas mal de renfo, d'exercices d'assistance, de bodybuilding finalement. Et ça donne quoi alors en termes de nombre d'entraînements par semaine? Vous faites quoi? 4 séances par semaine? Avec Bah 4, Marco, toi, je 5? crois que Marco, lui, je crois qu'il fait ça. Il fait 4 séances. C'est un peu le truc un peu classique, hein. Franchement, Avec, énormément de avec gens. des séances qui durent, j'imagine, avec des longs temps de récupération, donc qui durent 2-3 heures facilement? Ouais, ouais, c'est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Bah franchement, quand je vois même la plupart des mecs que je suis, etc., énormément, ils s'entraînent 4 fois par semaine. L'énorme majorité. Moi, je fais un peu plus. Enfin, c'est variable, mais je fais souvent même plus, ouais, 5-6 fois facile. Mais c'est parce que je fais tout simplement moins d'exos par séance, hein. Le volume à la fin de la semaine, il est à peu près le même quand même. C'est que j'aime bien plus découper parce que j'aime bien aller à la salle plus souvent, quoi. Est-ce qu'il y a, j'ai une question un peu à la con, mais des mouvements d'assistance auxquels on penserait pas et qui aident vraiment si Ouais, on progresse dessus ouais. à progresser dans le mouvement de compétition? Je prends un exemple, les dips. Moi, j'avais toujours remarqué que si on progresse au développé couché, bah, on progresse au dips. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que vous faites du développé couché en exercice d'assistance, entre guillemets, de renforcement pour les dips? Ou pas du tout? Bah, c'est une bonne question. Je t'avoue que moi, justement, il y avait un moment où je m'étais un peu perdu. J'en avais moins fait du développé couché parce que j'étais un peu plus dans un délire spécifique ou alors je faisais vraiment plus des exos, genre des machines, etc. Et j'en avais moins fait et j'avais senti en effet que, bah, j'étais peut-être un petit peu moins bien que quand j'en faisais. Du coup, je l'avais repris, je l'avais fait un petit peu par vague et c'est vrai que j'ai tendance à dire aussi que le développé couché aide pas mal. Après, tu pas, on va dire, Ouais. d'exercice, c'est comme tout quoi, tu pas d'exercice, absolu à mettre à tout prix. Mais, on va dire que tu as des catégories quand même d'exercices qui ont vraiment leur intérêt, genre un développé, horizontal comme le développé couché. Donc, que tu le fasses à une machine, que tu le fasses avec une presse hammer, que tu le fasses aux haltères. Je trouve que généralement, ça a quand même un certain intérêt, pour varier déjà l'angle de poussée et puis, c'est vrai que tu as quand même un transfert qui est assez bon sur les dips pour le coup. Après sur d'autres exercices, je sais pas si j'aurais des trucs, hyper insolites à te dire. Je sais pas si Marco, il a des idées d'exercices un peu insolites pour progresser sur, je sais pas, muscle up, traction dips ou squat? Marco? Ouais, bah si, bah le truc où on pense jamais d'intégrer, notamment pour le pull, tout ce qui est traction muscle up, c'est le travail des avant-bras Ah oui. qui a pas négligé et aussi la force de préhension. Voilà, ce que Parce que j'allais dire, tu travailles ton grip alors? ouais, bah dans une certaine mesure, et puis aussi bah vachement le renforcement des avant-bras. D'une part, bah forcément pour que ça soit transférable sur tes performances, mais aussi tout le côté comment dire Prévention? préventif au niveau des coudes, parce que bon, les coudes, c'est ce qui mange vraiment le plus en street lifting. Et du coup, c'est hyper important. Et pour moi, je les intègre systématiquement dans les programmations. Les flexions, les extensions, les rotations de poignets pour renforcer les avant-bras, c'est vraiment ça fonctionne très très bien. Et Mais est-ce que ça veut dire que tu fais ces exercices dans une optique de progression aussi? Tu vas surcharger la flexion et l'extension de ouais, poignet. Est-ce que tu vas faire aussi tout ce qui est, je sais pas, bobine Andrieux, du grip aussi? Tu fais des grippers, comme on faisait nous peut-être à ouais, l'époque? bah en fait, ce qui se fait beaucoup en street lifting, c'est ce qu'on appelle le dead hang, par exemple, où tu vois, tu te suspends à une barre lestée, par exemple, et tu maintiens comme ça, tu chopes la barre et tu essayes de rester le plus longtemps possible. Ou après, il y a des exercices aussi avec des haltères, par exemple. Et puis ouais, il y a la bobine d'Andrieux. Alors c'est un truc qui est maintenant moins courant en salle de sport, mais c'est un truc qui serait tout à fait imaginable et intégrable dans une programmation. Après, il y a des trucs
voilà, un peu plus comment simple, on va dire, à quantifier. Par exemple, tu prends des haltères, etc., pour tes flexions-extensions. Et ouais, comme tu dis, surcharge durant tout le bloc. Enfin, on le dit toujours, mais ce genre d'exo aussi, il faut avoir une intention, on va dire, particulière et pas non plus se focus à tout prix sur la progression, la surcharge, quoi. Oui, de se concentrer sur l'engagement musculaire, la réalisation de l'exercice, etc., quoi. Ouais. Et pareil, quand le streetlifting est vraiment apparu en France, c'est un peu démocratisé, on a souvent vu que les pratiquants avaient des physiques incroyables. Tu vois, je pense encore une fois à Baki, là, qui est passé récemment dans le podcast La Salle du Temps. Excellent podcast que je peux vous recommander si vous êtes intéressé par l'entraînement justement de street workout, lifting, etc. Aussi, en plus de Lift Talk, évidemment. Euh, et donc, on voyait que des gars qui avaient des physiques incroyables, vraiment un dos de fou, des pecs de fou, des épaules, tout ça. Ouais. Et moi, de ce que j'ai pu voir avec mon crédit muscu, c'est qu'en Toi, général, merci, hein, merci Rudy. non, mais je parlais pas de toi, mais toi... Continue, t'inquiète, ça me Non, fait mais plaisir, ça me fait plaisir. on voyait des physiques assez incroyables avec seulement quelques exercices. Et donc, moi, j'avais interrogé aussi, par exemple, Baki, qui est le meilleur représentant, entre guillemets, le plus fort en France sur le sujet. Et comme il avait dit, son entraînement, il faisait vraiment que ça, que les mouvements de compétition. C'est pour ça que je vous demandais un peu votre approche. Il avait un physique hyper développé. Et est-ce que vous retrouvez ça aussi dans l'élite mondiale, on va dire, des physiques vraiment incroyables avec cette pratique du streetlifting? Ou tu vois, comme tu disais tout à l'heure, Victor, le gars qui est dans ta catégorie, bah, finalement, tu le vois dans la rue, tu Ouais. te dis, bon, il fait 3 séances de muscu tranquille. Attends, parce que Victor abuse un peu. Mais Parce non, que... mais ça, il me Non, rend non, fou. Je sais pas pourquoi il dit ça. Franchement, franchement, Rudy, non. j'espère bien que toi, si tu l'avais vu, franchement, j'ai pas envie d'être méchant avec lui là, parce qu'il est extrêmement sympa et puis il est absolument fort de manière incontestable. Mais franchement, Rudy, j'espère bien que toi, si tu l'aurais croisé, tu aurais quand même. Parce que j'arrive pas à comprendre que Marco il me dit ça. Genre, franchement, moi, je Non, le vois, non, mais il je est te jure, le dur. mec, En fait, Victor est dur. Moi, j'admets, et je te l'ai dit, que le mec, en fait, il manquait peut-être de canne. mais Mais pas que sinon, ça, mais non, mais même le haut du corps, évidemment. Alors, oui, oui, moi, je vais te oui. dire Non, comment mais je suis. on Moi, il va manque pas dire de canne, que. il a pas de Attends, canne pour moi. Il a pas de on canne. va dire. Calmez-vous. Le débat de Effectivement, fou. Le il y débat de fou. avait plus, il y avait mieux comme physique, mais ça, c'est vrai que c'est une constance. Une constante. Tous les champions là qui étaient à Final Rep, il y en avait qui étaient plus ou moins gras, etc. Mais ils avaient tous des physiques qui étaient incroyables. Bah, Enfin, lui, par exemple, il avait pas un physique incroyable, lui. Il avait pas du tout un physique incroyable. non, ouais, non, mais attends, aussi, faudrait définir ce qu'est un physique incroyable. Ouais, faut Bah, pas le relativiser, sien. parce que le Pas gars, le sien. s'il fait 80 kilos pour 1m75 et qu'il est sec, c'est quand même un sacré physique. Ouais, Bah, après, c'est ouais, vrai un qu'il y bon avait, mètre 76. il y avait des mecs qui étaient un petit peu en dessous. Mais genre, allez, admettons, tu réduis le truc, tu prends le top 5 de chaque KT. Les mecs, Ah ils ont des oui. physiques de Ah fou bah là, furieux. oui. Et Oui, en oui, oui, fait, non, je suis d'accord. Oui, non, c'est sûr. En le ensemble, truc, oui. en fait, du street lifting, ce qui est assez, pour le coup, exigeant comme discipline, c'est qu'il faut maintenir un taux de masse grasse assez bas pour pouvoir performer, notamment sur les exercices de tirage. Et du coup, avec tous ces exercices-là, qui finalement travaillent tout le corps, hein, ça crée des physiques qui sont incroyables. Et Donc, en fait, nous, c'est ce qu'on dit, enfin, c'est surtout ce que je dis moi, c'est souvent, je dis que le street lifting, ça pourrait, enfin, c'est une méthode comme une autre pour atteindre un certain Pour physique, développer la quoi. masse musculaire, oui, oui, bien sûr. Voilà. Comme l'était, en gros, la méthode super physique, comme l'était avant d'autres méthodes, etc. Et c'est vraiment, comment dire, Après, ouais, après, je ferais pas ça tout seul, tu vois. Pour moi, en fait, c'est toujours la même chose. C'est si, comment dire, si t'es plus ou moins oui, doué, parce que là, c'est sûr on monte le top 5, etc. Mais si t'es plus ou moins doué, si tu fais que du street et que t'es pas foutu pour tel ou tel muscle, eh ben, tu prendras pas de tel ou tel muscle. Il faudra que tu ailles peut-être oui, faire des exos un peu plus ciblés. d'où l'optique que Euh, tu disais un peu de renforcement. C'est pour ça que je vous posais aussi la voilà, question. ça, C'est parce c'est qu'on ça. on voyait beaucoup de gars, enfin, moi je voyais les gars qui faisaient que les mouvements de compète et qui avaient des super physiques et je me disais, mais finalement, de mon expérience, après, je vous interroge aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent, ça donne pas quand t'es pas doué, ben, en fait, t'as des trous partout, t'as des muscles qui se développent pas, et puis finalement, tu te retrouves limité dans ta progression. Là, Donc, c'est assez vrai. mais C'est assez vrai. il y a un physique typique du street lifter, Ouais. de ce que vous ouais, me dites. ouais, Bah, carrément. le mec, déjà, il a pas trop de cannes, déjà. Un, Et un, puis, un, ho- un il hobbit, demande,
Il demande des ratios. Il demande des ratios aussi. Ah non, mais en fait, c'est un Du coup. Victor, en fait, le mec. Genre, il fait Ah un bah mètre non, moi j'ai des 50. cadres, enfoiré. Il est fou, Il lui. a pas de clavicule, des clavicules hyper. Hyper Il est étroit, fou, ouais, ce les mec. gars, ce que j'ai Ah, remarqué, ils sont hyper étroits, assez épais, et ouais, après, ils ont bah, comme bras. Max. Euh, Ah ouais. grosse cage thoracique. J'ai pas une Euh, grosse cage, moi, hein. ouais, enfin, ouais, bon, cage, on va dire modérée. Des petites clavicules, des humérus et des avant-bras assez courts. Et puis, ouais, des jambes assez courtes aussi, quoi. Enfin, donc, Ah ouais, ouais, Mais c'est donc, bon, non, non, ça en c'est gros, sûr que. en gros, c'est moi, des gorilles. c'est ce que j'appellerais, ouais, toi, tu dis des gorilles, mais c'est limite des dinosaures, quoi. Dans le sens où ils ont vraiment Ouais, pas de clavicule, ils sont plus épais que Les larges, petits quoi. T-Rex. Ouais, des petits T-Rex. Ok. alors quand. Et même dans les catégories plus lourdes, par exemple la tienne marque en moins de 100, les mecs c'est comme ça, ils sont plus Non, courts en non, proportion non. que longs. Non, ils sont plus longilignes comme moi dans les hautes catés, ouais. Ok. Ah, ça Et dépend ils sont après, ça dépend. et donc Ouais, ça dépend. en comparaison, ils sont un peu moins forts que les catégories plus légères où les gens sont plus avantagés Ouais, morphologiquement. ouais, généralement, oui. Ouais. Généralement, mais là, par exemple, je crois que les plus gros totaux, c'était quand même dans la plus grosse catégorie, là. Mais c'est parce que le mec avait un squat qui était absolument démesuré, en fait. Ouais, je me rappelle, ouais. Ouais. Mais Il avait sinon, au niveau squatté 3,10 national, ou un truc comme ça. en gros, les performances, pour répondre à ta question, Rudy, elles commencent à chuter en moins de 104 kilos. Ouais. Ok, ouais. Donc ouais, bah, normal. Quand les leviers Parce- deviennent désavantageux. ouais, C'est le ça, pool, voilà. en fait, est moins bon, quoi, vu que t'es Mais plus lourd. même si tu regardes les performances moyennes, parce que si tu regardes les tops, etc., c'est vrai que ça continue de monter jusqu'à 94, mais je suis sûr que si tu regardes les performances moyennes, ça diminue même déjà à 94, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le top élite est très élevé, mais je pense que la moyenne ensuite du reste chute un peu. Parce que c'est vrai que quand Ouais, tu as le poids de corps qui monte, au bout d'un moment, c'est difficile, quoi. ouais. Comment ça se passe au niveau des... Là, tout à l'heure, Victor parlait de ces petites douleurs. Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'on a déjà un peu de recul sur la longévité des meilleurs? Tu vois, moi, je vois beaucoup de jeunes, bah, notamment dans les cours que je donne pour les futurs coachs en BPGEPS. Tu vois, cette année, bah, dans une de mes promos, j'en ai 3-4 qui font justement du street lifting, hein, donc qui sont assez forts et qui sont déjà pas mal hein, pour leur âge, pour 18-19 ans. Et ils ont souvent, tu sais, des douleurs au sternum. Ils sont déjà un peu bossus, tout ça. Bon, je leur explique que ça va pas bien finir selon mon point de vue et pourquoi. Est-ce que vous avez du recul vous là-dessus un peu en compétition, voir des gars qui durent un peu ou c'est encore une fois que les meilleurs qui durent, il y en a plein qui finissent en miettes. Comment ça se passe? Bah, j'ai pas tellement l'impression que pour le moment, en tout cas, il y a autant ces allers-retours sur les périodes où tu te blesses et les périodes où t'es pas blessé qu'en power. Tu vois, en power, j'ai vraiment l'impression, je vois les top athlètes, j'ai l'impression tous, tu vois, ils font que se blesser, ils redescendent, ils remontent, ils se reblessent, etc. Là, en street, j'ai quand même moins ce sentiment-là, ou alors les mecs communiquent moins là-dessus, sur le top niveau. Mais après, dans les faits, moi, pour pratiquer, je sais que ça met quand même un certain stress. Après, ça met, pareil pour comparer à dos, parce que c'est quand même proche, ça met quand même moins de stress que le power, notamment sur le dos. Le dos qui est quand même un peu le pilier central, hein. Dès que tu te flingues le dos, ça devient compliqué parce que tout simplement, tu que le squat qui met du stress dessus. Et mine de rien, en power, le fait d'avoir et le squat et le terre, ça fait x2 et même, je trouve même presque plus parce que le terre met encore plus de stress que le squat sur le dos. Donc finalement, ça fait que déjà, tu es assez préservé à ce niveau-là. Après, ça va être du coup plus le haut du corps qui va ramasser un petit peu. Donc ça, on en a pas mal parlé, mais épaules, coudes et poignets sont généralement assez touchés. Et moi, je sais que bah, notamment, j'ai eu beaucoup les coudes quand même qui ont morflé, même si là, maintenant, j'en reviens énormément d'un point de vue articulaire. Mais après, bon, voilà, les petites douleurs musculaires, comme j'ai décrit tout à l'heure, que j'ai toujours, hein, moi, par exemple, au niveau des avant-bras et tout. Mais sur les blessures récurrentes, même moi que j'ai en coaching, après moi je suis assez prudent et puis j'ai pas des monstres. Je suis désolé pour ceux que je coach, hein, mais j'ai pas des monstres absolus en coaching, donc ils ont pas encore eu le temps d'explorer tellement leur potentiel. Et puis je suis assez prudent, je leur perds pas mal de muscles en parallèle, mais j'ai pas forcément vu des douleurs extrêmement récurrentes personnellement. Mais pour ma pratique, voilà, c'est coudes, épaules, poignets et particulièrement les coudes après pour moi. Et toi, Marc, pareil, tu remarques les mêmes Et toi, zones un Marco? peu de faiblesse entre guillemets? Ouais, bah c'est ça. Et puis après, on l'a dit, hein, il y a des choses à mettre en place en préventif en amont, justement pour contrecarrer un maximum toutes ces problématiques. Et après, on constate souvent, nous, en coaching, que
Des fois, c'est l'adaptation du volume et de l'intensité, on en revient toujours à ça, qui préserve les individus. Et ça, pour le coup, c'est individuel. Chaque personne aura un taux maximal qu'il pourra supporter, encaisser. Et des fois, des petites adaptations par rapport à ça, bah, ça préserve énormément. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des douleurs, etc. Et justement, on arrive à faire évoluer dans le positif et à supprimer ces choses-là, justement en adaptant tous ces facteurs et en intégrant bien sûr des exopréventions. Tu parlais par exemple des douleurs au sternum. Souvent, c'est parce que les gens manquent comment dire, d'expansion de cage thoracique, de mobilité à ce niveau-là. Donc, il faut intégrer, et ça, c'est un truc aussi que j'intègre systématiquement, du pullover en assez léger, en série longue, justement, en se concentrant sur l'expansion de cage, etc. Pour le coup, là, il n'y a pas d'objectif de surcharge. C'est vraiment pur but, retrouver de la mobilité et de l'expansion. Et du coup, ça règle souvent le problème, en fait. Il y a plein de choses comme ça à mettre en place. Pour les épaules, pareil, il y a, comment dire, ouais, les Hellfly qu'on faisait énormément à Superphysique, le Facepull, etc. Ça, c'est vachement bien aussi. Et puis, à côté de ça aussi, les gens, souvent, ils ont des douleurs parce que leur technique, elle est défaillante sur certains points. Je pense souvent, par exemple, des gens qui ont des douleurs au niveau des coudes parce qu'il place mal la barre au squat, il la supporte trop avec les bras, etc. Ça crée un stress qui est énorme, machin. Donc des fois, il y a des trucs à revoir. Et des fois, en fait, il suffit pas beaucoup pour régler le problème. Bah, très souvent, en fait, il y a même pas besoin d'incorporer des exos qui peuvent être vus comme chiants et tout, qui peuvent être très spécifiques et qui peuvent être efficaces pour régler les douleurs. Mais c'est ça, comme tu as dit, en fait, tu revois l'entraînement parce qu'en fait, ils ont tellement la notion de se dire plus j'en fais, mieux ça va être, alors Exactement. que pas du tout. Et tu regères un peu le volume, tu regères un peu l'intensité et comment tu la fais fluctuer, tu leur fais bien s'échauffer, etc. Tu leur trouves les bons Ouais, exercices de chauffe. exact. Ouais, Finalement, leur j'en ai séance, pas elle dure parlé de pas, ça. leur séance, elle dure pas plus longtemps et les mecs, ils se sentent mieux. Et après, en dernier recours, voilà, tu rajoutes des trucs un peu plus chiants. C'est vrai que quand tu leur mets des exercices hyper spécifiques qui parfois sont un peu, En fin comment de dire, séance et tout, ouais. abstraits, ouais, Mm. voilà, sont un peu abstraits, ça peut les faire chier. Moi, c'est les trucs que j'essaie de mettre un peu en dernier recours si je vois que même en ayant fait toutes les manips avant, ça règle pas le problème. Mais c'est vrai Ouais. que j'essaye de pas trop mettre parce que les mecs, en fait, ils veulent pas les faire, tu vois. Enfin, ils les font pas dans le temps, quoi. Ouais, bah, ouais, ça, je l'ai pas mentionné, mais tout ce qui est travail d'activation, c'est hyper important. Souvent, on a tendance à skipper, à aller hyper vite sur l'échauffement. Nous, maintenant, avec Victor, on est moins dans cette optique bon, à l'époque de Superphysique, tu sais, on faisait vachement d'automassage, etc. avant Ouais, les, c'est vrai. les Ouais, je échauffements. je me souviens de Victor au dernier Super Physique Games qui passait genre 45 minutes à se passer le pistolet. Et j'étais, mais qu'est-ce qu'il fait le type? 45 minutes. Ouais. Et des fois, Moi, il était venu que pour ça, quoi. Un coup, il était venu faire une séance et il s'est que massé, je me souviens. Je dis, Ah, qu'est-ce mais qu'il fait? il y a pas d'épreuve, il y a pas d'épreuve là-dessus, les gars. Il y a pas d'épreuve du mec le plus mou, le plus détendu. Le plus mou, ça te va mieux. Et du coup, ouais, les exos d'activation, hyper importants. Et c'est des trucs ouais, qui peuvent aussi avoir un impact énorme. Je sais pas, moi, à titre perso, j'avais une douleur qui m'emmerdait au niveau des fessiers. J'ai intégré des trucs au niveau de l'activation. Bah, bim, ça a réglé le problème. Et c'était un truc que je traînais depuis des mois. Et juste ça, donc du coup, prendre, je sais pas moi, 3 4 5 minutes à l'entraînement en plus pour focus sur ces points-là, ça suffit à régler le problème. Alors, l'échauffement, souvent, c'est la meilleure des préhab, hein, parce que les mecs, Ouais, ils veulent te faire, ils veulent justement, bah, parfois, direct trouver des exercices un peu compliqués, un peu exotiques qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, s'ils s'échauffent bien, qu'ils apprennent aussi, comme tu as dit, parce que l'activation, c'est aussi la notion de apprendre à ressentir le muscle que tu ouais. contractes, le sentir s'étirer, le sentir se raccourcir, etc. Et toute cette notion de travail proprioceptif, etc., ça a une capacité, en fait, à te prémunir, à te prévenir les blessures qui est hyper importante. Il y a combien de compétitions par an en streetlifting? Ah là, Marco est un professionnel Voilà, de cette question. voilà. Mais non, mais ma question, c'est combien.
tu dois te préparer combien de fois pour des compétitions dans l'année? Tu sais, bah, genre, si tu joues au foot, tu sais bien que tu as match tous les week-ends ou presque en exagérant. Tu fais du power, bah, tu as 2 ou 3 compètes par an. En streetlifting, c'est comment? Alors, Alors, mon Marco. cher Rudy. Alors, du coup, on l'a dit, il y a une compétition annuelle championnat du monde qui est organisée par les Allemands Final Rep. Il y a aussi, alors cette année, je suis pas certain qu'il y ait eu, mais la plupart des années, il y avait un championnat d'Europe aussi. Ah ouais? Euh, Je savais ouais, même pas ça. ouais, bah si, qui était plutôt organisé dans les pays de l'Est, style Pologne, etc. Pologne, Euh, du coup, ouais. ouais, Pologne, excuse-moi. Toi, t'es un Et- anglais, toi. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est les restes de ce week-end, tu vois. Les mecs, qui parlaient trop anglais. Et il y avait ça. Et donc, sinon, au niveau national, je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc là, il y a la fédération FNSL qui propose donc un championnat de France élite, on va dire, un championnat de France espoir et 3 compétitions only, donc muscle up only, traction only et dips only. Donc ça fait 5 compétitions de niveau national. Et à côté de ça, il y a donc la ligue dont je suis président, la ligue Grand Ouest, qui organise actuellement 2 compétitions annuelles, une compétition interrégionale du coup sur les 4 mouvements, et une compétition aura lieu justement ce samedi, qui est une compétition dips only et traction only. Donc ça, en gros, c'est les compétitions officielles. Et à côté de ça, vient se greffer des compétitions indépendantes, organisées des fois par des teams, beaucoup, et ou sinon par des salles, etc., par des particuliers. Donc ça, c'est des choses qui sont en parallèle des compétitions officielles. Bah là, Comment je me récemment, en plus, j'ai vu la compétition, tu sais, en partenariat avec la Fédération française d'haltérophilie. Je sais pas si t'as Alors vu. là, ça, c'est pas une compétition, ça. Enfin, c'est, c'est, Ah là c'est- là, ah là, ça a commencé à clasher, là. Non, 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 pas du tout. Non, mais c'est Ah pas ouais. une compétition officielle. Oui, C'est une c'est en compétition. partenariat avec la un- FNSL, ceci dit. ouais, c'est en partenariat avec la Fédé d'Altéro, mais c'est plus un truc pour faire découvrir la Oui, discipline oui, oui. qu'une vraie compétition, on va dire. Oui, oui, oui. Comment je fais pour me qualifier au championnat de France alors? Alors, c'est Parce que tu vois, là, simple. de ce que je comprends, il n'y a pas de compétition qualificative en fait. Donc, comment je fais? C'est ça, c'est Non, vrai, ouais. alors, en fait, pour l'instant, justement, nous, on est en train de développer les ligues pour que tout le territoire soit couvert. Mais si tu veux participer à une compétition, tu envoies en fait tes performances. Donc déjà, il y a une ouverture des préqualifications. Tu sais, il y a un Google Form. Tu rentres, tu joins en fait le lien de tes performances, comme on faisait finalement avec Superphysique. T'envoies une vidéo YouTube, etc., machin. Et t'es qualifié. Alors normalement, il y a 8 participants par catégorie. Et en fait, le minima, souvent, bah, c'est en fait la dernière performance de la KT qui fait office de minima, quoi. Ok, ok, je vois. Et donc après, ils prennent un nombre de participants limite par catégorie. Est-ce que Ouais, c'est huit tu peux c'est être huit repêché, participants. tu vois, si t'as une paire finalement qui est pas si bonne, entre guillemets, tu peux être repêché parce qu'il n'y a pas assez de monde dans ta caté? Bah, tu le sais, hein, s'il n'y a pas assez de monde, tu le sais, parce que ils mettent à jour souvent, ils font des mises à jour de voilà combien il reste de place par KT, etc. Et tu le vois, en fait, ils te tiennent au courant aussi, ils t'envoient un message. Et donc ça, il y a un site pour la FNSL pour voir un peu tout ça? Non, pour l'instant, il n'y a pas de site. Le site devra arriver l'année prochaine. Mais pour l'instant, pas de site. Tout se fait sur Instagram. Sur Ok, le... donc il y a un compte Instagram FNSL pour suivre un peu tout ça, tu sais, pour C'est voir les ça. catégories. Tu vois, s'il y en a qui nous écoutent, ils veulent voir les Ouais. catégories, un peu les perfs, les trucs comme ça. T'as FNSL classique et puis il y a la FNSL Grand Ouest. Ok, donc ça, c'est toi qui tiens le compte, par contre. Ouais, Il y a ouais, ouais. aussi, il y en a une autre, non, de ligue, je sais Ouais, plus. mais ouais, ouais, on peut la citer. Il y a la FNSL Hauts-de-France. Voilà, c'est ça, ouais. Je l'ai en tête. Voilà. Et est-ce que il y a des professionnels qui ne vivent que de leur performance, tu vois, un peu comme les triathlètes professionnels, où en fait ils ont juste à se contenter de s'entraîner, ils sont tellement bons qu'ils ont des sponsors
et ils n'ont besoin que s'entraîner, ou comme vous deux, de ce que je comprends, hein, la plupart à côté sont coachs en fait et entraînent d'autres personnes à progresser. Euh, Je pense que tous sont coachs, hein. Dans ouais, les faits. ouais, ils sont tous coachs. Ouais. Ah ouais, Après, je pense qu'il y a peut-être un développement quand même du Ouais. sponsoring et tout. Et pour certains qui sont vraiment les têtes d'affiche les plus populaires, bah, tu as nommé Baki, qu'on revoit dans pas mal de pubs, Gore Nation, etc. Je pense que petit à petit, ça doit quand même pas mal Et aller, on va dire. c'est extrêmement enfin ouais, ça doit être trois Oui, athlètes quoi. voilà, c'est ça, oui, c'est sûr que pour l'instant, c'est un film, oui. Mais ils vivent pas que de ça, hein. Je pense que Ouais, ça ouais. Non, non, suffirait ils font du pas. coaching. Ça suffirait pas. Mais dans les faits, ils font tous du coaching aussi en parallèle, ça c'est sûr. Ouais. comme c'est pas encore vraiment professionnel, est-ce que vous avez quand même, est-ce que vous voyez des pratiques qui se rapprochent du professionnalisme, à savoir aller chez le kiné chaque semaine ou aller chez l'ostéo. J'imagine qu'en termes de compléments, bah forcément vous prenez du collagène, des compléments d'articulation, des trucs comme ça. Mais est-ce que il y a ce développement, tu vois, je pense un peu à l'avenir, ce développement un peu professionnel autour de la pratique pour performer, ou ça reste encore quand même assez amateur aujourd'hui? Victor, C'est alors c'est une bonne question. Parce que j'ai envie de te dire comment je dirige les choses. Bah, dis-moi toi ce que tu fais et après ce que tu constates à côté. Ok. Vas-y, au plus simple. Bah alors moi de toute façon je fais pas particulièrement de kiné, d'hosto, etc. J'estime que j'en ai pas besoin. Je fais mes trucs de mon côté. Je suis de toute façon toujours plus autodidacte. Je ne veux dépendre de personne et j'estime pas que ce soit nécessaire dans tous les cas. Mais bref. Donc moi je ne fais pas. En tout cas, mais après je fais énormément de trucs de mon côté justement comme je l'ai dit. Vu que je suis coach, je peux allouer de mon temps, je peux découper ma journée pour m'organiser, pouvoir faire sur la journée au total pas mal de temps dédié à ça, ce qui serait pas possible pour quelqu'un qui n'est pas coach ou qui n'a pas un travail qui est un peu plus free au niveau des horaires. Et après, de ce que je vois, on va dire qu'en fait, sincèrement, je sais pas trop. Si, j'aurais tendance à dire quand même qu'il y en a pas mal qui font quand même un petit peu en effet des petits trucs comme tu as décrit, en termes d'aller voir des kinés, etc., de se faire un petit peu suivre même sur le plan alimentaire, de ce que je vois de manière vraiment assez extérieure, hein. Après, ce que je te dirais, c'est que c'est surtout d'un point de vue de la programmation que je pense que c'est encore un peu balbutiant. Genre, quand tu vois en power, je pense que la plupart des informations, quand même, mine de rien, d'un point de vue de la programmation, je te parle, pas forcément technique, pas forcément préagréable, etc., mais d'un point de vue vraiment programmation, les informations viennent principalement du milieu du power, qui est extrêmement développé à ce niveau-là, parce que beaucoup plus populaire, parce que présent depuis beaucoup plus d'années, avec maintenant quand même beaucoup de pratiquants et de gens qui ont expérimenté. Donc les connaissances sur la programmation, elles viennent vraiment de ce milieu-là, et ce qui fait que tu te rends compte quand même qu'en street, tu as quand même beaucoup de gens qui sont pas hyper pro, on va dire, dans leurs entraînements. Genre, tu vois des entraînements un petit peu, tu sais, je sais pas, quand tu vois les mecs qui font par exemple du street workout, tu les vois faire un peu, je sais pas, je vais te dire, un peu tout et n'importe quoi, tu sais, genre des pyramidales, ils vont se faire des séries de 2 reps, 4 reps, 6 reps, 8 reps, jusqu'à 20 reps aux tractions en alternant avec des pompes, tu sais, je te dis un truc au hasard. Après, ils vont redescendre, etc. Ou des émomes infinis, extrêmement longs, ce genre de trucs. Et tu en vois pas mal qui se programment un petit peu de cette manière-là, de manière qui paraît en tout cas pour nous, de notre œil extérieur, un peu particulière, on va dire, que tu verrais jamais de la vie en powerlifting. Et après voilà, pour faire simple en gros. Ouais, après moi je voyais aussi tout le côté alimentation qui était vraiment très archaïque, où les gars mangeaient vraiment. Encore une fois, c'est un truc pour moi le street. Voilà, c'est la traduction du mot rue. Donc les gars mangeaient vraiment n'importe quoi. Est-ce que aussi de ce côté-là, ça se professionnalise un peu? Est-ce que c'est, tu vois, par exemple au championnat du monde, j'imagine il y avait une sorte de buvette ou voilà des centres pour manger. Est-ce que c'était sain ou est-ce que c'était n'importe Si, quoi? ouais, globalement, si, ils avaient fait un effort. J'ai pas tout regardé dans le détail, mais les trucs qu'ils vendaient, c'était quand même les trucs un peu classiques fitness que tu retrouves. Tu sais, genre des salades avec des fèves de, je sais après, plus on comment était ça. en Allemagne en gros, hein. Oui, oui, oui. Non, mais après, je sais Parce que pas, tu, la tu veux dire que MSN. dans la ligue que tu diriges, Marco, entre guillemets, toi tu proposes des burgers et des pizzas? Oh non, non, non. Non, non, moi, la ligue n'a rien à voir là-dedans. C'est par rapport plutôt aux pratiquants et à leur nationalité.
Ah oui, oui. Ils sont plus Euh, sérieux potentiellement, oui, c'est ouais, je vrai. pense que les pays de l'Est, du Nord, ils sont peut-être un petit peu plus sérieux là-dessus. Ils Enfin, ont une en tout cas, rigueur qui est les peut-être un Allemands. peu plus importante, c'est vrai. Mais, non, en France, comme le disait Victor, ouais, c'est encore aux prémices du truc où les gens commencent à faire attention. En fait, il y a deux écoles. Il y a des gens qui se dirigent un peu plus vers la professionnalisation et justement, il y a des gens qui sont un petit peu accrochés, peut-être à juste titre, hein, ça serait à déterminer, mais à tout ce côté justement rue, ce côté, on pourrait dire même raw, RAW ou genre, voilà, tu vois, pas trop se prendre la tête sur la diète, même sur l'entraînement, no pain, no gain et tout. Il y en a qui sont encore bloqués dans cette phase-là. Mais quand même, je trouve en tout cas que la jeune génération essaye d'optimiser un petit peu quand même tous ces paramètres et on est en train d'évoluer là-dessus et ça va se professionnaliser au fur et à mesure du temps. C'est aussi parce que tu as beaucoup de mecs, je pense, qui sont pas très doués. Vu que ça gagne en popularité, tu as beaucoup de gens qui sont pas très Oui, doués oui génétiquement, aussi, ouais. qui s'y mettent, Oui. et qui se rendent compte qu'en fait, s'ils font n'importe quoi, c'est même pas qu'ils progressent pas, c'est que hyper vite, ils se font mal. Parce que t'en as beaucoup, en fait, comme tu as dit, voilà, no pain, no gain, t'en as beaucoup qui prônent le volume à mort, tu vois, parce que ça Ouais, vient de le ça à la game base, volume. ça vient du set and rep. Le street Ouais. workout, c'est vraiment, tu t'entraînes à l'extérieur, tu fais des muscles, des tractions jusqu'à en crever, t'as les mains qui saignent et tout. Et du coup, les mecs, ils transposent ça un peu dans le street. Sauf que le problème, c'est que tu fais ça avec ton poids du corps, c'est bien, mais tu fais ça lesté, extrêmement lourd. Là, c'est carrément plus supportable. Et pour le commun des mortels, là, c'est vraiment très vite, tu te blesses, tu te pètes, et du coup, bah, tu cherches quand même un peu vite à comprendre comment ça peut se passer autrement, mieux. Et bah super. J'arrive au bout de mes questions, les gars. De toute façon, Victor doit aller coacher prochainement. Donc, nickel. Si des personnes qui nous écoutent ont des questions, quels sont vos moyens de prédilection pour vous contacter, les gars? Bah, je pense que de Euh, toute façon, pour tous les deux, c'est Instagram, hein, Marco. ouais, donc Leaf Trainer pour moi, puis pour Victor, c'est Victor Scarlatti sur Instagram. Exactement. Ok, donc on vous envoie un message privé si on veut en savoir plus, on a des questions ou autres. Et Ouais, Même ok. sur les commentaires sur le podcast YouTube, je pense Marco il regarde pas mal souvent les commentaires. Donc si les gens ils ont des questions, que ce soit à l'issue d'un podcast ou quoi, ils peuvent les Et, poser et directement en donc, dessous. votre Et podcast, Lift Talk, il paraît tous les Lift combien de temps? Talk, quoi. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Et il y a un jour en particulier ou c'est à l'arrache ouais, comme le street? non, non, c'est tous les En lundis midi. pyramidal. On augmente d'un jour à chaque fois par semaine. Tous les Donc, lundis midi. tous les lundis midi. Ok. Et bah ça roule. Et bah merci les gars de votre temps. J'espère que nos auditeurs ont appris pas mal de choses. Sait-on jamais, s'ils veulent faire du street, ils savent maintenant qui contacter. Sur ce, bon entraînement à vous deux et surtout à Victor qui se trouve pas mal d'excuses, on a compris, après son nom Laius. Hein. Il n'a pas réussi, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Ah, j'ai pas vu Allez, ça on en finit plus. là-dessus. Allez, salut à Allez, tous. Salut ciao, les ciao. gars. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.